Bonsoir à tous, allez, coup d'envoi de votre émission 100% foot, c'est 45 minutes, vous connaissez le principe, partagez ce live avec vos abonnés et nous poserons nos questions à nos invités. On est ensemble pendant 45 minutes et avec nos invités. Sur le terrain ce soir, Jean-Pierre Tempet. Salut Jean-Pierre. Bonsoir. Ancien international, regardez, on va vous voir il y a quelques années, on va dire. Jean-Pierre Tempet, ancien joueur du Racing Club de Lens, ancien joueur de Valenciennes, ancien international avec 5 sélections au compteur, né à Lucheux, près de Doullens en Picardie. Ça rajeunit ces images, Jean-Pierre, hein? Ah oui, complètement. Oui. Toujours dans le foot? Toujours un peu dans le foot, oui, tout à fait. Administrateur au sein de l'association du VAFC. Et sophrologue. Sophrologue et retraité. Et surtout retraité. Une bonne activité. Et sophrologie, on en a besoin dans le football. À vos côtés, Franck Quedru, on le connaît aussi dans la région. Regardez cette image aussi, quelques années en moins. Franck Quedru, ancien joueur pro du Racing Club de Lens, ancien joueur de Middlesbrough en Angleterre, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2004, finaliste de la Coupe de UEFA en 2006. Franck, un petit mot, que pensez-vous de votre ancien club, là, du Racing Club de Lens en ce moment? C'est une période compliquée, mais je pense qu'Eric a les clés justement pour nous sortir de là. Donc, il faut lui laisser un peu de temps. Et on parlera d'Eric Secora. Et à vos côtés, notre expert consultant. Salut Daniel, Daniel Leclerc. Oui, bonsoir. Entraîneur emblématique du Racing Club de Lens, champion de France en 1998. Daniel, quel regard là tu portes sur ce début de saison des clubs régionaux? Beaucoup de pessimisme par rapport à la situation. Alors, il semblerait que c'est pas plus mauvais qu'avant. Lens commence à prendre quand même un point. À un moment donné, ils n'en prenaient aucun. Bielsa vient de connaître un succès avec son LOSC et puis Valenciennes qui malgré tout retrouve la difficulté alors qu'il semblait avoir pris le bon chemin. Et on en parlera aussi du club d'Amiens. On est sur la page Facebook de France 3 Picardie aussi. Et à mes côtés, Emmanuel Magdelaine, Manu, rédacteur en chef adjoint. On va parler du LOSC. Ça va mieux, mais c'est pas encore ça. Ouais, tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi, selon moi, ça... C'est pas encore le déclic qui va arriver parce que cette victoire, moi, je la trouve pas hyper rassurante. Allez, on rappelle le principe, Manu. On partage ce live le plus possible, hein, clairement. Ah bah oui, il faut partager pour qu'on soit plus nombreux forcément à débattre, à poser des questions. N'hésitez pas évidemment à nous critiquer, à commenter, à poser des questions. On est là pour ça et toutes les questions, toutes les remarques sont bonnes. Allez, allez-y, on attend vos questions. On va commencer donc par Nancy-Lens. C'était il y a quelques jours en Lorraine avec ce match nul ramené par les joueurs d'Eric Secora. Tu en parlais, Franck. Un but partout, but de Dembélé pour Nancy et Hafez. Alors, miraculeusement, entre guillemets, j'allais dire, à la 85e, égalise. Daniel, est-ce que c'est un bon résultat, malgré tout, ou pas? C'est un bon résultat, parce qu'il y a de ça un petit moment, il serait revenu peut-être avec une défaite 1-0. Là, ça fait deux déplacements où ils prennent un point. C'est insuffisant pour afficher de réelles ambitions pour le Racing Club de Lens. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire la fine bouche. Ils prennent un point, ils auront la possibilité de malgré tout de basculer un peu mieux dans le championnat. On va être positif. C'est ça. Daniel dit qu'il ne faut pas faire la fine bouche à ce moment-là de la saison. Quand on est si mal classé, on prend tout ce qui vient comme point. Oui, un point à l'extérieur, c'est toujours intéressant. Et puis pour le mental surtout, voilà, ils ne sont pas dans la défaite. Franck, c'est la grosse différence avec Eric et la différence avec Alain, c'est que là, sur les 20 dernières minutes, quand Lens était mené avant, on savait qu'ils n'allaient pas revenir. Maintenant, avec le changement d'entraîneur, je pense que ça joue mieux et ça joue 90 minutes. Bon, on a déjà des messages, hein. Ça commence pour toi, Daniel. Décidément, Frédéric dit « Le druide, quel pied de le revoir ?» Voilà, c'est le premier message. Et là, on a l'habitude, on demande souvent, Daniel Leclerc, tu ne peux pas revenir à Lens? On a déjà posé la question à Valenciennes. Le retour du retour. Si, on va fêter ça la saison prochaine. Les 20 ans du titre. Ah oui. C'est vrai, les 20 ans du titre, c'était en 1998. Manu, Lens... Malgré tout, ça, pour revenir à ce match, si on fait le bilan, c'est vrai que le bilan d'Eric Secora il est meilleur que celui d'Alain Casanova. Ça, c'est incontestable, c'est mathématique. Maintenant, ça patine quand même encore pas mal. Et il faut faire attention parce que là, je veux dire, le RC Lens continue à jouer le maintien, continue à avoir du mal à gagner des matchs, continue à obtenir des matchs nuls à l'arracher et tout ça. Bon, là, on n'est plus en début de saison.
Voilà, tout à l'heure Daniel parlait de pessimisme. Je pense qu'il ne faut pas, avec le RC Lens, il ne faut vraiment pas être trop optimiste, d'autant que ça pourrait vraiment leur jouer des tours d'être trop optimiste, parce qu'autour du club, il reste cet engouement. On l'a vu notamment le match contre Reims et tout ça, où voilà. On est revenu quand même à du réalisme pur. Hein. Lens était face au leader. On a vu que pour l'instant, Lens était quand même loin du leader. Donc tout ça, ça doit en fait mettre Lens les pieds sur terre. Attention, c'est le maintien pour l'instant. Justement, et peut-être plus que pour l'instant, c'est le maintien cette saison, je pense. Un message de Bertrand, messieurs, la seule ambition doit être le maintien sans trop trembler. C'est ça, Franck ? Tout à fait. Je pense qu'il faut prendre le maximum de points, se rassurer assez vite. Après, c'est compliqué, on le sait. Un entraîneur qui n'a pas fait son recrutement, c'est difficile de prendre une équipe en route. Donc, il y a eu quelques joueurs qui sont arrivés et qui ont fait du bien quand Eric a repris les rênes. Donc, il a eu le temps de signer 2 joueurs, si je me trompe. Ouais. Donc, et ces joueurs-là commencent à performer aussi. Mais il y a des chiffres qui avaient font un mal. gros problème physique. Il y a des chiffres qui ont mal. On va voir le classement de la Ligue 2. Lens est pour l'instant donc 18e avec 11 points, à 2 points du premier non relégable. On a un message sur notre page Facebook. Jérôme, Jean-Pierre, est-ce que Lens, selon toi, sortira de cette place de barragiste ? Oui, je pense, parce qu'ils ont un public qui est derrière. Mais je mets un mais parce que lorsque l'on se trouve dans cette position, bien souvent, le mental va faire la différence. Le moral des joueurs, de l'entraîneur, de l'environnement est important. Et le mental, il y est là ou pas à Lens cette année ? Je pense qu'ils sont en train de le retrouver avec ce match nul à Nancy. Ça va leur faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien, et il faut vite sortir de la zone. Alors, on a un message aussi de Maxime. Lens va s'en sortir et jouera le ventre mou. Sikora prend des points, mais sur le terrain, ça reste léger. Il y a une image qui l'illustre bien. On a regardé ça avec Manu tout à l'heure. On est en cours de match. Nancy mène 1-0. Et là, s'il n'y a pas cet arrêt du gardien remplaçant qui remplace Douchez, un super barré, Nancy passe à 2-0. Et là, Daniel, tout peut basculer et on retombe dans les travers, quoi. Oui, mais c'est la continuité. Je crois que tous les matchs se ressemblent. On sent un potentiel chez les Lensois supérieur à toutes les équipes qu'ils rencontrent, mais on sent aussi surtout un blocage, quoi. Une fébrilité. Les garçons ne se libèrent pas, ne vont pas au bout d'eux-mêmes. Et on dit souvent que ça manque de folie. Ouais, ça manque véritablement de folie parce qu'ils ont certainement les arguments pour faire mieux que ça, pour éviter toutes ces difficultés. Eric Sikora disait dans la presse, on ne peut pas jouer une période sur 2 à 60%. Comment on explique ça, Franck? Toi, tu étais joueur il y a encore quelques années. Comment on peut jouer à 60%? C'est mental, c'est physique? Je pense que là, c'est psychologique. Là, c'est ça, c'est le manque de confiance. En fait, faut quelques résultats enchaînés, je veux dire, faire une série pour retrouver cette confiance et jouer un peu plus libéré, c'est tout. Pourtant, il y a eu un 6-0 là contre. Bon, c'était Bourg en Brest, mais quand même. Ils auraient pu faire une mais série. on a vu voilà, c'était quelque part un match un petit peu isolé, mais il faut aussi se mettre faut remettre vraiment dans le contexte. Il y a ce public et il y a aussi ce budget. Lens, c'est le premier budget de Ligue 2 et de loin. Tout ça, les joueurs le savent. L'environnement du club le sait. Et pour moi, ça joue beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que la même équipe qui joue à peu près au niveau de Lens actuellement, qui cherche à sauver, mais qui n'a pas ce budget, je pense qu'elle n'a pas la même fébrilité. Là, c'est forcément tes joueurs, tu dis, attends, on va essayer de pas s'enfoncer encore plus déjà dans un premier temps, je pense. Enfin, moi, j'ai pas été joueur, mais voilà. C'est l'attente qu'il y a autour du club qui, je pense, crée une certaine fébrilité chez des joueurs qui en plus n'ont pas cette culture. Il faut voir aussi qu'à Lens, on n'est plus dans des années où tu as des mecs qui sont là depuis des années, qui sont passés par le centre de formation, qui connaissent le club par cœur, ceci, cela. Les seuls qui sont dépositaires de ça, c'est des gens comme Eric Sikora, comme Didier Sénac. Voilà. Et donc Daniel forcément... Daniel Morera. Mais Manu, quand on veut rentrer dans cette carrière... C'est pas pour jouer le milieu de tableau, c'est pour gagner les matchs. Oui, mais on voit que là, le recrutement, c'est pas tout à fait comme avant. C'est des gens qui viennent de partout, ils connaissent pas forcément le RC Lens. Quand tu débarques comme ça, qu'on te dit c'est le premier budget et que finalement, par des circonstances peut-être, mais en tout cas par un mauvais début de saison, on te dit maintenant il faut se redresser. C'est quand même une situation franchement difficile pour un joueur. Voilà. Sur les messages, je suis pas tout à fait d'accord. Vas-y. Je suis d'accord parce que j'ai la sensation qu'à un moment donné, quand l'arbitre siffle
le début du match, c'est pour oublier tout ce qui se passe, quoi. C'est pour jouer tout simplement. Oui, là je partage complètement avec Daniel. Et footballeur professionnel, c'est un métier, quoi. Donc je ne suis pas sûr que tous les joueurs soient conscients que c'est un métier qu'ils font. Messieurs, vous qui connaissez C'est-à-dire bien à quoi tu vois ça, par exemple à quoi ça peut se voir que... On parlait de 60%, je veux dire, on doit être à 100% dans... C'est ce que regrette Eric Sicora. Oui, tout à fait. Et pour être à 100% le jour du match, il faut peut-être s'entraîner de temps en temps à 110%. Donc ça veut dire que là, l'entraînement n'est pas à la hauteur ? Non, je ne parle pas d'entraînement, mais je parle des joueurs. Les joueurs parfois doivent peut-être... L'investissement personnel. L'investissement personnel, voilà, il y a cette préparation invisible aussi. On a un message de Maxime, plus de 800 supporters encore à Nancy, rendez-nous cette ferveur. Vous qui êtes Lens, vous l'avez dans les tripes, j'allais dire. Il y a un super public, et pourtant c'est dur de suivre une équipe qui est en bas de tableau quand même là. C'est très compliqué. C'est très compliqué, mais on a toujours envie de mieux, c'est normal, puisqu'on est supporter. Donc on va toujours avoir envie de mieux. Mais bon, en ce moment, faut être derrière l'équipe et il faut les supporter. On est là pour ça. Jean-Pierre, Lens, en fin de saison, ils descendent pas ? Ils ne descendent pas. Franck ? Ah bah non. Daniel, non, évidemment. Oh, j'ai déjà dit. Emmanuel, tu les vois comment, pour terminer ? Non, je les vois se sauver aussi, mais voilà, il faut juste être les pieds sur terre, méfiant, patient aussi. Je pense qu'on l'a déjà dit dans cette émission. Je pense que clairement, ce qui a été dit aujourd'hui à Eric Sicora, c'est que cette saison, l'objectif de la montée, c'est pour au mieux l'année prochaine. Et donc, il faut aussi peut-être poser des actes qui montrent qu'on va construire un tout petit peu, peut-être pas sur le long terme, mais au moins sur le moyen terme. Parce que je pense que c'est aussi ça qui manque à Lens. On parle des joueurs, mais un joueur aujourd'hui qui se retrouve à Lens, il y en a certains, je n'ai pas de nom en tête, je vise personne, mais je pense que clairement, il y en a qui disent, bon, je fais le dos rond et je me barre de ce club, je vais aller ailleurs, quoi. Voilà, on est quand même un peu dans... Moi, je ressens... et c'est dur de mobiliser toute une équipe. Alors certes, pour certains joueurs, il n'y a aucun problème. Pour d'autres, je me dis, ils doivent se dire, bon, prochain mercato, je vais me trouver un truc, ça va aller. Alors, on va se quitter avec ce message de Jérôme. Pourquoi ce jeune journaliste, je ne sais pas s'il parle de toi ou de moi, Manu, ne trouve pas des points positifs à dire sur le Racing Club de Lens ? On l'a dit, il y a un super public et ils ne vont pas descendre, vient de le dire. Allez, messieurs, on passe au VAFC. On l'a titré « Ça coince au VAFC ». Posez vos questions sur le VAFC, on posera vos questions à nos invités. Jean-Pierre Tempé, vous qui avez encore un pied à Valenciennes, on va voir des images. 0-0 contre Brest. Pas de victoire pour l'instant pour Réginald Rey, nouvel entraîneur. Pourquoi ça coince ? Ça coince pas forcément. Il faut laisser le temps à Réginald de découvrir les joueurs. Ça fait 3 semaines qu'il est là. Il est arrivé, il a pris possession. Il a amené beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline et il demande beaucoup de travail. Donc c'est en train de se mettre en place. Là, je pense qu'il a fait le tour sur ces 3 matchs de l'effectif. Et que les résultats vont arriver. Et tu dis on prend le temps, mais est-ce qu'on a le temps maintenant, quand on est entraîneur pro, de regarder, il faut laisser le temps, justement. Tout doit aller vite dans ce monde actuel. Mais non, je pense qu'il faut laisser le temps, comme Sicora à Lens, laisser lui le temps aussi de mettre en place. Daniel, Valenciennes, c'est dur cette année quand même. On ne comprend toujours pas. C'est-à-dire on ne comprend toujours pas le changement avec Farouk. On ne comprend toujours pas, encore une fois, le remplacement de Rabuel. Et puis aujourd'hui, Réginald qui arrive. On est en train de se demander aujourd'hui qui est le véritable entraîneur. Tout simplement parce que c'est quand même un garçon qui sortait avec 2-3 bons résultats, Rabuel. Et aujourd'hui, cette équipe, elle ne se retrouve plus, quoi. Toi, tu dis qu'il aurait fallu garder Nicolas Rabuel, qui avait fait l'intérim, qui avait ramené une victoire. Il fallait laisser deux victoires. Ouais. Il a apporté 2 victoires, sauf que le choix du président était d'avoir un garçon diplômé. Nicolas le sera certainement en fin d'année, ou pour la saison prochaine. Donc ça a été le choix de l'entraîneur, du président. Après, Farouk, je dirais que c'est ce qui s'est passé entre lui et le président. Et comme je dis toujours, derrière une porte fermée, on ne sait pas ce qui se dit. Voilà. Ouais, mais quand il y a l'enjeu du club, c'est un enjeu qui est plus grand qu'Edis Ziyech, plus grand que Farouk Hadzibedjic. Et là, le constat froid, c'est que le club était 10e
à 3 points du 5e, donc à 3 points d'une possibilité éventuelle de monter. Aujourd'hui, le club est 14e. Voilà, et là, on a 2 défaites en championnat, une élimination en Coupe de la Ligue, un match nul. Voilà, ça c'est le bilan pour l'instant de Réginald Ray. Alors ça ne veut pas dire que ce sera son bilan, que c'est un mauvais entraîneur. C'est juste, moi je le rejoins complètement Daniel, c'est juste que nous, là ça fait, je crois que c'est la 5e émission où on demande à Edis Dieck de nous expliquer vraiment pourquoi. Parce que même indifférent avec Hadzibedjic, quand on est 10e, moi, j'ai envie de dire, on le met un peu dans la poche. Et puis, à la limite, s'il avait attendu que le VFC soit 16e en disant non, là, vraiment, ça va pas. Mais là, 10e, c'est ça qui a surpris tout le monde. Parce qu'il a mis, en plus, pour moi, il a mis Réginald Ray dans une situation qui est très compliquée. Arriver c'est quand même rare pour un entraîneur. Daniel a déjà repris des clubs en difficulté, mais ils étaient vraiment en difficulté. Là, Réginald Ray, il arrive dans un club, à la limite, moi, c'est ce que j'ai dit, je crois, il y a 15 jours, il peut faire que moins bien. Il a la pression sur les épaules, compliqué. Plus que les autres. Forcément. C'est compliqué, mais il a pas cette. Je pense pas qu'il ait la pression qui. Non, il a pris en connaissance de cause. Non, peut-être pas lui, mais peut-être la situation en fait. Le club, étant donné qu'il allait pas si mal que ça, changer et arriver. Je pense pas que le club aille mal. Je pense que le président. Voilà, il a repris le club il y a 3 ans. Il est en train de le mettre à l'équilibre. Il ne faut pas oublier le côté financier de la situation. Et je pense que terminer dans le haut de tableau, ce ne sera peut-être pas évident. L'objectif est la montée dans les 2 ans. Donc voilà, aujourd'hui, c'est de dire terminer dans la première partie de tableau et préparer la saison qui va arriver. En tout cas, on réédite notre invitation au président de Valenciennes, Edis Dieck. Manu, tu avais laissé un message sur notre page Facebook France 3 Nord-Pas-de-Calais et François Picardie avec ce sondage, cette consultation de nos abonnés. Est-ce que le VFC peut-il viser la montée? Vous le voyez, oui à 51%, donc très partagé, non à 49%. Sur notre page, Alain dit, avec un tel président, aucune ambition. Bruchard dit, arrêtez de rêver, déjà le maintien. Et Christophe dit, non, VA ne pourra pas monter cette saison. Vous non plus, mais tu n'y crois plus, Daniel, avec cette équipe? Non, moi, j'y crois toujours, que ce soit Valenciennes, que ce soit Lens, voire éventuellement Lille pour un autre statut. Parce que, comme on le disait tout à l'heure avec Franck, il suffit d'une série, et puis derrière, ça risque de repartir. Maintenant, c'est vrai que Réginald arrive, il faut se mettre à la place d'un entraîneur, dans la tête d'un entraîneur, qui vient après 2 victoires, et qui se dit, qu'est-ce qui va se passer si on perd, quoi. Ben voilà. Ouais. Exactement, mais là, Daniel résume ce que je disais. C'est une situation quand même vachement difficile à gérer. Ouais, je voudrais revenir juste sur la question qu'on a posée aux internautes. Les Valenciennois peuvent-ils viser à monter? J'ai vu un internaute sur notre page Facebook qui cet après-midi mettait « Mais pourquoi vous posez cette question? On est 14e, c'est n'importe quoi. » Non, c'est pas n'importe quoi, parce que Farouk Hadzibedjic, la seule explication qui nous a été donnée au public, aux journalistes, pour expliquer son éviction, c'est qu'il ne croyait pas suffisamment en la capacité de cet effectif à monter. Ça, c'est l'explication officielle qui nous a été donnée. Farouk Hadzibedjic lui-même l'a confirmé, cette explication. Forcément, on se dit, on change d'entraîneur parce qu'il ne croit pas à la montée, on va en prendre un qui y croit, qui pense que cette équipe est capable de le faire. Donc, d'où cette question. Est-ce que Valenciennes est capable de viser la montée? C'est logique. On avait posé la question à Réginald Ray, il nous avait dit, un peu langue de bois, non, on n'a pas parlé avec Edis Dieck, mais c'est pas possible. Il sait très bien qu'il arrive dans un club où on a viré un entraîneur parce qu'il n'y croyait pas. Donc lui, il doit y croire et il doit obtenir des résultats. C'est quand même pas facile. Giroud a toujours parlé de maintien, il a quand même un beau palmarès. Hein. C'est vrai. Après, la montée... Cette saison, les 5 premiers participent. Il y a des barrages. Donc, en terminant 5e, on peut encore avoir cette possibilité, même si derrière, c'est sérieusement compliqué, je veux dire, pour le club qui va terminer 5e, après 2 ou 3 barrages avant de rencontrer le 18e. Et bien, l'ancienne n'est qu'à 9 points du 3e, Ajaccio, c'est pas si loin que ça. 9 points, mais à 5 points du premier non relégable. Donc, maintenant, ça se joue plutôt dans l'autre sens. On va regarder devant. Et le prochain match sera Bourg-en-Bresse-VA le 17 novembre à 20h. Et forcément, il faut le gagner impérativement. Allez, on continuera à suivre Valenciennes. On va dire un mot sur Amiens. On est suivi aussi en Picardie. Alors, on a titré Amiens, ça roule. Bon, on est gentil avec les Picards. Pour l'instant, ils sont 17e. Mais ça roule quand même parce qu'il y a un bon d'état d'esprit, Daniel. Oui, c'est exceptionnel. Ils ont gardé cette dynamique. Et puis,
c'est ce qui fait d'abord leur force. Et puis, il ne faut pas non plus oublier qu'ils ont quand même certaines qualités dans le jeu. Ils viennent de le prouver à Montpellier, qui était quand même l'équipe en forme du moment. Donc, ça les met dans un certain confort, une certaine sérénité. Ils vont recevoir, donc ils n'ont pas tout de suite cette pression à vouloir gagner absolument. Non, ils peuvent gagner normalement, simplement. Donc ces résultats à l'extérieur prouvent que cette équipe-là, elle tient la route pour l'instant. Et il y a un match retard contre Lille, donc il y a encore un match retard pour eux. Ça peut durer, Jean-Pierre, pour Amiens? Oui, parce que finalement, défensivement, ils ont une bonne défense. Je pense que c'est solide. Je pense que collectivement, il y a cet objectif défensif. Après, offensivement, bon, ils n'ont pas marqué beaucoup de buts, mais avant tout, une équipe, généralement, on regarde, elle se maintient ou fait partie des équipes de tête lorsqu'on a une bonne défense. Et je pense que là, ils sont dans une phase, dans cette dynamique de la montée qui est présente. Et je pense que... Et ça va durer, ça, cette dynamique positive, ce dynamisme positif de la montée? Oui, je pense. Pour l'instant, c'est bien parti. Mais en même temps, on parle quand même de l'équipe qui est 17e avec juste 2 points d'avance sur le LOSC. Donc voilà, bon, ils ont un match en retard, mais face au LOSC, donc ça c'est pas évident non plus à gérer. Mais voilà, ils enchaînent on va dire des bonnes perfs, mais ils ont 11 points. Bon, ils savent qu'ils sont dans une situation où il va falloir se battre et tout. En revanche, sur la manière quand même, là, le match contre Montpellier, c'est pas mal parce qu'ils sont quand même dominés. Montpellier a eu des grosses occasions. Et le but, c'est dommage, on peut pas le montrer pour des questions de droit, mais le but de l'égalisation, il est assez génial. Il est magnifique. Refais-le but. Franck, tu peux nous le Quand je te donne un ballon, tu le refais maintenant. Mais franchement, même je trouve dans l'état d'esprit, c'est-à-dire le mec, il tente un truc, voilà, on pourrait se dire, il est un peu dingue, et puis finalement ça passe, on est dans les dernières minutes, voilà, ils vont arracher quand même un point. Ça, c'est des belles choses comme pour disait Daniel, il faut de la équipes qui se folie. maintiennent. Il faut de la folie. Ouais, Là, Allez, posez la question sur nos pages Facebook. Grégory nous dit, ça roule à Amiens, mais sur des œufs. Ça résume bien la situation, non? Moi, je donnais pas cher au départ d'Amiens. Comment? Je donnais pas cher au départ d'Amiens, étant donné qu'ils ont perdu quand même l'attaquant qui marquait des buts et Tanguy Ndombele au milieu, qui faisait du boulot. Et là, je vois qu'ils ont compensé ça. Peut-être il y a un peu moins de qualité individuelle, mais en équipe. Alors, Collectif, oui. Ce qui est marrant, c'est qu'on l'a ressenti, on en parlait avec Émilie Monchot de France 3 Picardie la semaine dernière. Il y avait un petit sentiment un peu hautain par rapport à Amiens. Voilà, ils débarquent en Ligue 1, il y avait ça. Et maintenant, je trouve que ça sourit moins quand on regarde Amiens. Et ça fait du bien aussi. Daniel, tu n'avais pas senti ça? C'est bien, moi je regarde encore une fois, bien sûr, ce but exceptionnel, mais surtout la réaction de l'entraîneur qui est aux anges et puis qui doit être fou. Ouais. C'est bien, ça note vraiment l'état d'esprit qui anime ces garçons. Badawandi, l'entraîneur d'Amiens, est à féliciter. C'est lui qui inculque cette rage de vaincre à cette équipe. Il y est pour beaucoup, là, Christophe Pélissier, clairement. Bon, il est pour... Oui, puis il joue pas. C'est le chef d'orchestre. Oui. Vous les voyez où, Amiens, vous, en fin de saison, là? Vous les voyez se maintenir? S'il reste à cette place-là, ce sera très bien. Oui, c'est parce que ça va être compliqué. Ça va être difficile d'aller jusqu'au bout. Mais je pense qu'ils en ont la capacité. Alors, le prochain match, c'est Amiens-Monaco, vendredi. Après Bordeaux, il y avait une bonne surprise, quand même, par rapport à Bordeaux. Amiens peut battre Monaco? Monaco et Bordeaux, c'est pas la même chose. Ça se joue. C'est à Amiens. Ça devrait être Amiens, oui. Ça va être compliqué quand même. Pourquoi? Quand on a un état d'esprit comme Amiens, on peut... C'est vrai, l'état d'esprit, mais après, il y a les qualités individuelles et les joueurs de Monaco peuvent déclencher quelque chose à tout moment. Amiens sait que c'est pas sur ce genre de match que ça va se jouer. Je veux dire, Monaco, c'est concurrent coché direct, en rouge en disant bon, si on a un point, c'est formidable. Puis voilà, on passe au match suivant. Honnêtement, je pense que dans ces cas-là, quand on est 17e, qu'on a l'effectif d'Amiens, le budget d'Amiens, on se retrouve face à Monaco. Voilà, on joue le. Mais bon, mais voilà. il faut jouer. Non, mais il faut jouer, bien sûr. Non, mais c'est voilà. Contre Bordeaux, Bordeaux, c'est pas Monaco quand même. Et si on vous avait dit il y a quelques mois que Amiens serait devant Lille, on va bientôt parler de Lille dans quelques secondes. Tu aurais cru, Daniel, il y a 4 mois, 3 mois? 3 mois, c'était quand la fin de saison? Non, quasiment début de saison, on va dire. Début septembre. de saison. Donc ils étaient en Ligue 1. Donc. Ouais. Non, ça aurait été compliqué, mais comprendre ça, mais
encore une fois, d'abord leur mérite d'être arrivés là, et puis parce que j'ai aussi les images du dernier match à Reims, quoi, où ils montent, quoi. Ils vont chercher cette montée. Ils sont restés sur cette dynamique. Maintenant, comme on dit avec Jean-Pierre, ça va fatiguer au fur et à mesure. La saison est longue, donc. Eh bien, on va les suivre. David dit, Monsieur Pellissier est un grand entraîneur. Grégory, ils se sauveront grâce à la foi. Et Christiane dit, ils vont se maintenir. Alors, on parlait du LOSC il y a quelques secondes. Là, on va regarder l'image. C'était à Metz. Victoire 3-0, dont 2 buts de Pépé. Messieurs, est-ce que c'était le match de la peur, clairement, Daniel? Oh oui, certainement. Il y a deux matchs de la peur. Il y a celui-là, il y a celui certainement aussi qui va arriver contre Amiens bientôt. Et puis il y a quand même cette performance. Alors, il y en a qui font la fine bouche, mais on fait la fine bouche un petit peu dans tous les clubs. Quand on arrive et puis qu'on est dans un bon club et qu'on commence à gagner tous les matchs, c'est très bien. Maintenant, si on n'y ajoute pas la manière, c'est moins bien, même si on gagne. Donc aujourd'hui, il faut respecter un petit peu le LOSC et puis dire que c'est bien pour notre région. Allez, on écoute Marcelo Bielsa, l'entraîneur du LOSC. C'était un match très important. Un climat serein est toujours le bienvenu et nécessaire. Et il est vrai que les résultats de l'équipe génèrent l'instabilité qui entoure le club. Jean-Pierre, tu parlais de sophrologie tout à l'heure. Là, on entend le mot sérénité. On est loin d'être serein au LOSC en ce moment, quand même. Oui, certainement. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il y a une chose qui me dérange, moi, au LOSC, c'est le problème de communication de l'entraîneur dû à la langue. Je pense que ça peut jouer beaucoup. C'est vrai parce que c'est toujours traduit, mais quand on sait que parfois les mots et les gestes sont importants, ça me gêne un peu, ce problème de communication verbale. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Daniel. Moi, je fais partie des gens qui font un peu la fine bouche, mais je pense sincèrement qu'il y a vraiment des arguments pour faire la fine bouche. Ce match contre Metz, la première mi-temps, on n'a rien vu à part Metz. Voilà, ils s'en sortent franchement miraculeusement de mener 1-0. Il y a un certain nombre de joueurs qui, match après match, continuent à être titularisés. Je pense à Balotour et El Ghazi, Araujo. C'est des gens qui, depuis le début de saison, ont montré au mieux une bonne mi-temps. Et au mieux. Et là, on a vu contre Metz, on peut rajouter dans ce groupe des joueurs aux lacunes quand même impressionnantes, Balouli par exemple, des gens comme ça. Donc bon, ça c'est voilà. Deuxièmement, Metz n'avait gagné qu'un seul match sur les 11 premiers. Bon, il n'y a pas de gloire à aller gagner même 3-0 à Metz. On a appris qu'il y avait des énormes tensions au sein même du plus haut staff du LOSC. Donc moi, je pense que là, il faut vraiment pas s'emballer sur ce 3-0 et attendre au moins deux autres confirmations pour se dire que le LOSC a enfin lancé sa saison. Posez vos questions, hein. Il y a beaucoup de questions sur le LOSC. Christophe dit le LOSC pas du tout convaincant contre Metz. C'est une équipe de Ligue 2. On a vu de grosses carences. Ils jouent aujourd'hui Paris. Ils en prennent au moins 5. Et Maxime dit avec Bielsa, pas sûr que les victoires s'enchaînent. C'est dur sur Facebook, là, les réactions, mais est-ce qu'on est prêt à la réalité, Franck? Il faut voir le prochain match, c'est tout. Après, ce que je dis, ils sont sur une... Peut-être ils ont repris un peu de confiance. Après une victoire, c'est généralement ça. Mais je dis, moi, je suis un peu d'accord avec Manu quand même, de dire faut attendre. C'est pas parce qu'on gagne un résultat, c'est ce qu'a fait Lens à Bourg-Péronne. Ça ne veut pas dire que ça y est, la saison est partie et tout ça. Donc faut confirmer. Donc j'attends de voir. Et comme a dit Daniel, c'est bien si tous les clubs pouvaient se sauver. Parce que pour la région, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors pour l'instant, c'est vrai que moi, je parle simplement du résultat. Oui, non, mais... Je parle du résultat. Après, la manière, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Je vois des choses aberrantes, quoi. Par exemple. Oui, par exemple, c'est ces attaquants qui reviennent et qui perdent des ballons dans des endroits stratégiques compliqués, quoi. Donc... Mais je ne veux pas mettre en cause Bielsa sur un attaquant qui perd un ballon, sur un attaquant qui manque un but. Non, j'ai retrouvé quand même des garçons intéressants au milieu.
Un PP quand même qui a été efficace, c'est mieux que ses dernières prestations. Donc, Il marque enfin. Maintenant, oui, il marque. Et puis maintenant, oui, c'est vrai qu'on attend confirmation contre Saint-Etienne. Mais tu dis on peut pas mettre en cause Bielsa, mais sur El Ghazi, par exemple, moi, ça, on peut que mettre en cause Bielsa. Je veux dire, c'est pas moi qui aligne El Ghazi, malgré des prestations. Franchement, ça oscille entre nul et médiocre. Non, mais je suis d'accord. Bon. Voilà, là, il y a un truc. Après, on voit pas ce qui se passe à l'entraînement aussi. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. On voit pas ce qui se passe si à l'entraînement, il y a personne qui fait mieux qu'El Ghazi, il est obligé de mettre El Ghazi. Ouais. Non, mais ça reste que des joueurs d'entraînement. C'est compliqué. Là, c'est compliqué, mais c'est ce que tu dis, c'est inquiétant, parce que si dans l'effectif du LOSC, il n'y a pas mieux qu'El Ghazi, là, il faut vraiment qu'il s'inquiète. Moi, je sais qu'il y a mieux. Bon. Il y a qui a mieux? On va donner des noms, Franck. Oui, il y a un petit jeune qui est au LOSC qui est très très bon. Et qui va l'air Paulet. Ah oui, d'accord. Voilà. Beaucoup de messages. Bielsa devrait apprendre le français, comme tu dis, Jean-Pierre. Il ne sait pas adapter à notre culture. Dany dit la saison sera longue, mais on va finir dans les 10 premiers. Et Grégory dit ça respire la Ligue 2. Il y avait qu'une faible équipe de Metz en face. Manu, un sondage, une consultation qu'on a posée sur nos pages Facebook. Est-ce que cette victoire contre Metz 3-0 peut-elle être un déclic? Alors là, c'est clair, c'est oui à 72%, non à 28%. Daniel, ça peut être un déclic ou, comme dit pas mal d'internautes, ce n'était que Metz, sans faire injure aux Lorrains? Non, une victoire, c'est toujours important, hein, quel que soit. Il peut arriver aussi de perdre des matchs, justement, contre des adversaires au moins forts. Tout simplement, non, ça doit être un déclic, mais à partir du moment où la manière sera évidente. Et c'est vrai que la manière, elle n'était pas très, très évidente, mais moi, je comprends aussi. Je comprends à un moment donné que dans cette situation-là, on ne peut pas passer d'un extrême à l'autre, quoi. On ne peut pas être le Paris Saint-Germain parce qu'on rencontre Metz. Maintenant, le résultat est là. Après, ce problème de communication de Bielsa, ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais s'il était premier avec 5 points d'avance, est-ce qu'on lui reprocherait sa communication? On n'en parlera pas, mais là, ça peut être une cause aussi quand ça va mal, quoi. Ah ben bien sûr. Mais quand tout va mal, on cherche à chaque fois la petite bête. Hein. On la trouve. Les Dogs ont mieux joué contre l'OM que contre Metz, ça c'est Pitman des DVE. Alors Anthony dit ça revient souvent, ça, l'effectif est trop jeune. On le rappelle, hein, c'est l'effectif le plus jeune d'Europe. Clairement, c'est vraiment ce qui peut un peu plomber le manque d'expérience cette année, Jean-Pierre? Je ne suis pas sûr. On voit de plus en plus de jeunes joueurs, 18, 19, 20 ans, dans les clubs de Ligue 1 hein, et de Ligue 2. Donc, non, je ne pense pas. Non. Il y a peut-être la situation provoque un peu plus de difficultés chez les jeunes. Oui. Bah, forcément, il y a la gestion il n'y a pas d'homme de vestiaire peut-être pour tirer les autres vers le haut. Donc. Je voudrais réagir, là je vois un message de Jean-Marie Dossi qui dit « Bielsa a fait taire ceux qu'il voyait partir dimanche. Est-ce que ses procureurs pourraient être plus modestes et admettre que le projet Bielsa a besoin de temps ?» Alors je ne sais pas s'il nous vise. C'est vrai qu'on parle souvent du projet du LOSC, de Bielsa et tout ça. Mais moi, à l'inverse, je réponds... Quand je vois quelqu'un comme Balouli, par exemple, sur le terrain, moi, c'est là que je vois de la suffisance et quelque part un manque de modestie. C'est pas dans le fait que nous, on dise que le LOSC a du mal alors qu'il est 19e du classement. Enfin, moi, je veux bien, à la limite, on s'en fout de ce qu'on pense nous. Mais on constate ça et je trouve que... Moi, c'est plus ça qui m'inquiète. C'est que une équipe qui est mal, qui galère, mais qui met de l'état d'esprit, qui montre que bon, on a compris que voilà, on n'est pas bien, mais voilà. Et quand tu vois des mecs comme Balouli, comme El Ghazi, comme Arrojo, tout ça sur le terrain, alors peut-être que je suis un peu vieux jeu de dire ça, mais je les sens pas impliqués, je les sens pas 19e du classement. Christian nous pose une question. À la fin de la trêve, on verra. C'est ce qui va se passer à votre avis? Il y aura la trêve et on verra à quel moment est le LOSC pour prendre des décisions ou pas. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? C'est toujours des moments charnières comme ça. C'est juste avant la trêve, moi je dis, il faut regarder. Parce qu'après la trêve, ça va être compliqué. Alors une petite info au passage sur la trêve, s'il est... La trêve internationale ou la trêve hivernale? Hivernale. Parce que si on parle de mercato, on n'a pas d'infos hyper précises pour l'instant, mais quand même, ce qui circule... c'est que le LOSC n'est pas dans une position actuellement financière extraordinaire. Il y a même certaines sources qui parlent d'une éventuelle interdiction de recruter au mercato d'hiver. Cette semaine, Pierre Ménès, pour ne pas le citer, sur une autre chaîne, a dit qu'il y avait des problèmes de salaire, de versement de salaire. On a vérifié, c'est faux. Il y a même des sources qui parlent d'une interdiction de recruter au mercato d'hiver. Cette semaine, Pierre Ménès, pour pas le citer, sur une autre chaîne, a dit qu'il y avait des problèmes de salaire, de versement de salaire. On a vérifié, c'est faux. Il y a même des sources qui parlent d'une interdiction de recruter au mercato d'hiver. On a vérifié,
Mais en tout cas, le fait est que, voilà, régulièrement revient sur le tapis que la capacité financière du LOSC est beaucoup moins reluisante que ce qu'elle laisse peut-être paraître à beaucoup de supporters. Et ça, je pense que les supporters, s'il y en a qui nous regardent, il y en a forcément qui nous regardent, ils doivent être conscients de ça, que le projet du LOSC repose aussi pour l'instant sur des bases financières qui ne sont pas aussi solides que le Paris Saint-Germain pour des certaines raisons. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, voilà. Alors, sur les salaires, vraiment, là, on s'est renseigné aujourd'hui, on a vérifié. L'info de Pierre Ménès est complètement fausse. Maintenant, ça ne veut pas dire que le LOSC est dans une situation hyper florissante. Mais le mercato est important. Il est important pour le LOSC. Et s'ils ne peuvent pas recruter... À ce moment-là, s'ils sont dans une position encore délicate, il faut recruter. Quand on est bien, on n'a pas besoin de recruter. Ouais. Mais là, peut-être que ce sera le moment, à condition de pouvoir, tout simplement. Maxime nous dit les joueurs n'adhèrent pas au message de Marcelo Bielsa. Il doit avoir des problèmes en interne qui se ressentent sur le terrain. Alors nous, ce soir, Manu, on a choisi de parler notamment des relations entre l'entraîneur Marcelo Bielsa et Luis Campos, le directeur sportif. Bah oui, tout simplement, c'est Marcelo Bielsa qui nous en donne l'occasion, puisqu'il a passé un quart d'heure vendredi en conférence de presse à parler de ses difficultés, de ses divergences, on peut dire comme ça, il l'a dit comme ça, avec Luis Campos. Luis Campos, on rappelle que c'est pas le directeur sportif du LOSC, il en a les attributions, mais pas le titre officiel, il est conseiller sportif du président Gérard Lopez, mais c'est quelqu'un qui a un poids énorme, qui est en charge du recrutement, qui est en charge du scouting à Lille. Et là, Marcelo Bielsa a tenu à prendre de lui-même quasiment la parole, en disant, bon voilà, je vais vous expliquer mes divergences avec Luis Campos. Allez, on l'écoute. Je n'ai plus vu depuis le 1er septembre Luis Campos durant 60 ou 70 jours. Je comprends bien que Luis Campos représente le club. Y que debo convivir con los métodos que él elija. Et je dois m'adapter aux méthodes qu'il choisit, vivre avec les méthodes qu'il choisit. Je ne partageais pas sa façon dont il gère le public, la presse et l'opinion publique. Pero que yo no dependo de nadie. Mais moi, je ne dépends de personne. Para consolidar mi autoridad. Pour consolider mon autorité. Alors, on n'est pas du milieu du foot, nous, mais quand ils ne sont pas vus depuis le mois de septembre. Quelle est ta réaction? Moi, je trouve ça anormal. Après, je me pose... il faut poser la question, c'est quoi un conseiller du président, quoi? Qu'est-ce qu'il peut donner comme conseil à un président? C'est flou. C'est très flou. Mis à part amener des joueurs sur la volonté de Bielsa, chacun à sa place, quoi. Chacun à sa place. Après, s'il n'est pas venu au stade depuis le mois de septembre, c'est le premier fautif, quand même. C'est le premier fautif. Un conseiller du président, voire un proche... de l'entraîneur, ils doivent se voir quasiment tous les jours. Mais Bielsa a été beaucoup plus loin que ça. Hein. Là, il parle de ces 70 jours, mais il a aussi accusé clairement, pour moi clairement, pour d'autres pas si clairement, mais moi, de ce que j'ai vraiment compris, il a accusé Campos de distiller des rumeurs dans la presse. Il a accusé Campos d'autoriser des supporters à ramener des banderoles ou à réclamer la démission de Bielsa. Donc quand même... honnêtement, on suit le foot tous depuis très longtemps. C'est quand même rare qu'un entraîneur prenne la parole pendant un quart d'heure dans une conf de presse pour dénoncer des faits aussi précis. Il a cité l'article de RMC qui, selon lui, venait de Luis Campos. Alors c'est vrai que cet article n'était pas sourcé. On disait il y a une rébellion des joueurs, ils sont allés voir Bielsa. Bielsa a dit clairement, cette info-là, elle vient de Luis Campos. Voilà. Et nous, on sait par ailleurs que Luis Campos, effectivement, parle à des journalistes. Ce qui n'est pas le cas de Bielsa. Je n'ai pas le portable de Bielsa. Voilà, il ne parle à aucun journaliste. Donc forcément, ça vient soit de Gérard Lopez, soit de Marc Ingla, soit de Luis Campos, quand il y a des fuites comme ça. D'ailleurs, on l'invite. Ça va être la 300e on les invite. fois, mais on les invite. Franck, quand on est joueur comme toi, quand on était joueur il y a quelques années, forcément, ça déstabilise les joueurs. Quand on sent des tensions en interne, un entraîneur qui parle de son directeur sportif comme ça, qu'est-ce qu'on ressent quand on est joueur? Déjà, c'est compliqué si en haut, c'est pas clair. Donc en bas, déjà, la répercussion, ils vont l'être. Après, nous, forcément, on doit se concentrer sur le terrain et de faire le maximum. Voilà, parce que, comme on dit, c'est un métier, on doit être professionnel et ça ne doit pas répercuter sur nos performances. Après, voilà, c'est une situation compliquée.
Après, j'ai envie de dire, Bielsa balance un peu sur Campos, mais est-ce que Bielsa a validé tous les joueurs là? Oui, il a validé tous les Donc, joueurs. Il en a même refusé 3 à Campos. À la rigueur, donc il a fait son équipe quand même. Donc les résultats, ils ne sont pas à imputer à Campos. Sauf que là, on a le cas de Thiago Maia qui a été mis plusieurs fois défenseur latéral. Son agent a parlé dans la presse, notamment brésilienne, en disant que c'était pas normal et tout ça. À qui cet agent se plaint au LOSC? Est-ce que c'est à Bielsa ou est-ce que c'est à Campos? Moi, je pense que c'est à Campos. Ouais. Voilà. Et donc, forcément, tout ça, au bout d'un moment, ça crée des choses pas claires. Voilà. Si l'agent se permet de faire ses remarques, y compris dans la presse, il les a sans doute faites aussi à Campos, parce qu'il sait que Campos peut-être n'est pas d'accord avec certains choix de Bielsa, et donc il va utiliser Campos pour essayer d'influencer. Voilà. Ouais. Et donc Campos a un rôle dans tout ça qui est un petit peu, on imagine un peu le petit conseiller du président qui se frotte les mains presque de l'échec de la personne à qui il s'entend pas. Je peux comprendre l'agent, parce que le joueur, son poste de prédilection, c'est milieu offensif. Ouais. Il se retrouve arrière-gauche. Si c'est pour dépanner en cours de match, parce que voilà, il y a eu un rouge ou quelque chose, parce que voilà, mais là... d'entrée, c'est pas la première fois. Allez, posez vos questions. Ça fait beaucoup de conseillers du président, ça. Ça fait beaucoup. Il reste 5 minutes de jeu, messieurs. Prochain match du LOSC contre Saint-Etienne, c'est clairement le moment de confirmer. Allez, on va se faire plaisir. Posez vos questions, partagez ce live. On parle de la Coupe de France qui arrive à grands pas. C'est le week-end prochain, 7e tour ce week-end, avec une affiche qui va rappeler des souvenirs, messieurs. Neulémine-Lens, ce sera vendredi 10 novembre à 18h30. D'ailleurs, un horaire qui fait un peu grincer les dents, Manu, rapidement. Ah oui, 18h30 un vendredi soir pour un match comme ça qui attend, enfin c'est hallucinant. Et là, pour le coup, les diffuseurs, ils font vraiment n'importe quoi. Les Red Tigers ont fait un communiqué là-dessus. Les Red Tigers, ils n'ont pas toujours raison et on les critique beaucoup. Mais alors, quand ils disent des choses aussi évidentes, il faut les soutenir. Il faut vraiment, même le club les soutienne. Regarde Manu cette image. Ouais, 1982, 32e du final, Neulémine sort Nantes en Division 1. C'était Bossis, Barankelli. Là, c'est contre le PSG. Ils ont été éliminés après contre le Paris Saint-Germain avec Rocheneau, Baratelli, Battenet, Luis Fernandez. Daniel, ces images, ça fait quoi de les voir? On se rappelle des bons souvenirs. C'était l'époque de Gérard Rouillet là-bas, à Neulémine, avec Joachim Marx, avec Hector Rezola, tous ces garçons-là, Tirlois, Le Provost. En Division 2, il faut le rappeler. En Division 2, en Division 2 à l'époque. Ouais. Moi, je me prenais souvent quand j'avais la possibilité d'aller voir, parce que c'était vraiment un spectacle. C'était une équipe extraordinaire qui donnait tout et finalement capable de faire ce genre d'exploit sur certaines rencontres. Jean-Pierre, cette affiche, la Neulémine-Lens, vendredi. Oui, ça va être intéressant pour le public. Ça rappelle pas mal de souvenirs, comme dit Daniel, quoi. D'ailleurs, pas mal de joueurs de Neu sont venus à Lens ensuite avec Gérard Rouillet. Ils l'ont suivi. Oui, c'est des souvenirs sympas. Franck, j'étais en culotte courte, la 82. J'étais un peu jeune, mais bon, on en a souvent parlé. Et puis, Neu, avec Daniel, on en a parlé, ils sont très proches anciennement des valeurs qu'a véhiculé Lens par la suite aussi. Ah, justement, ces valeurs-là, elles sont encore présentes. Là, on voit le Lens des années 70, 80, vous avez bien connu, messieurs, évidemment. Valeurs du pays minier, quoi. Voilà. Ouais, elles sont encore là, ces valeurs? Oui. Elles sont encore là dans le public, mais maintenant, est-ce que les joueurs les retrouvent, ces valeurs? Daniel, je te vois sourire. Évident. Elles sont encore là, ces valeurs? Non, c'est un problème de génération. Je dirais plutôt que c'est un problème de dégénération. Ça dit pour Neu, c'est super sympa parce que je suis persuadé que toute l'équipe de Neu est supporter du RC Lens. Donc jouer des matchs comme ça, c'est vraiment super sympa. Bon, maintenant, il faut quand même rappeler qu'il y a 5 divisions. Pour gâcher la fête, c'est l'horaire, comme on a dit. Ouais, il y a des gens qui vont travailler forcément à là, il y a déjà quand même 6000 places de Noxois qui ont été vendues, donc c'est déjà pas mal quand même. Et on y sera pour ce match-là. Les petits poussés en Picardie, c'est les Portugais d'Amiens qui joueront contre Rungis. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, si on ne se trompe pas, c'est Caroube qui jouera contre Choisy-au-Bac. Un petit mot sur la Coupe de France, c'est toujours un esprit particulier, hein, Jean-Pierre. Oui, bien sûr, la Coupe de France, oui, parce que chaque année, il y a toujours des surprises. Donc voilà, ça permet à certains petits clubs, entre guillemets, de pouvoir être sur les feux des caméras.
Bon, c'était une sacrée semaine, ça, Manu. Il nous reste 1 minute de jeu. Petit coup de cœur, Benjamin Pavard, qui sera en bleu. C'est un nordiste. Coup de cœur et en même temps un petit pincé. Non, mais une petite. Voilà, c'est dommage, quoi. C'est un joueur de 21 ans, formé pendant 10 ans au LOSC. Et il arrive à 21 ans, c'est quand même exceptionnel, surtout pour un défenseur latéral. Il arrive en équipe de France et il joue à Stuttgart, quoi. Voilà, on peut pas s'empêcher de se dire que voilà. Il y a eu Delpierre aussi. Il y a eu Delpierre aussi qui était aussi à Stuttgart d'ailleurs. Voilà. Donc c'est bon, voilà, c'est super pour lui. Né à Maubeuge, voilà, pour la région, c'est super. Ça montre aussi que le LOSC a un vrai centre de formation. Maintenant, les joueurs du LOSC qui viennent du centre de formation, moi, je les vois plus sur le terrain. Voilà. Et il y aura un autre match aussi, c'est vendredi, Japon-Brésil, avec un entraîneur qu'on connaît bien aussi, rapidement. Vaïd Alilovic, forcément. Lui, il a fait la Coupe du Monde avec l'Algérie. Là, maintenant, il va la faire avec le Japon. Donc, déjà, bel exploit quand même, parce qu'il reprend des équipes qui ne sont pas non plus favoris. Voilà. Il a quand même été en 8e de finale de la Coupe du Monde. D'ailleurs, ça serait bien qu'il vienne un de ces 4 ici dans l'émission. On l'invite aussi, c'est parti. Voilà. Et bon, voilà, pour Vaïd, déjà 2 ans là au Japon, c'est déjà presque un long bail pour lui parce qu'il fait beaucoup de sauts de puce. Et j'ai vu que là, il vient de prolonger en fait jusqu'à la Coupe du Monde, voilà, avec le Japon. Allez, coup de sifflet final. Merci Jean-Pierre Tempel d'être venu. Merci Franck Quedru. Merci Daniel Leclerc. À bientôt sur le plateau. Bonsoir. Merci Manu. En régie aujourd'hui, Séverine Dragé, Antoine Armand et Bertrand Bréon. On se retrouve lundi à 19h30 pour votre émission. N'oubliez pas, c'est votre émission. Donc postez vos messages pendant toute la semaine et on vous donnera le programme de lundi prochain. À bientôt. Belle semaine. Merci messieurs. Ciao. Bonsoir. Bonsoir.